boomers laissent en héritage à la fois un Québec qui est plus confiant, mais en revanche, ils laissent en héritage un lourd fardeau sur le plan de la dette. C'est un party, ça peut coûter cher quand on ne se préoccupe pas de la vision à long terme. Autant en 1976, c'est l'arrivée au pouvoir, la consolidation du pouvoir des baby boomers, autant 2016 annonce, pour la première fois de l'histoire du Québec, le passage d'un flambeau, le passage d'un relais vers la génération X et la génération Y. Puis en un mot, 76? Adulte. Émerveillement. Les Jeux olympiques. Ouverture sur le monde. C'est le bon gouvernement. 76, la différence, c'est que c'était plein d'espoir, puis l'avenir était devant nous. Puis là, on dirait qu'il faut composer avec un paquet de trucs qui fonctionnent moins bien. Là. C'est un éternel recommencement, la politique. Hein? Alors, on a toujours l'impression d'inventer quelque chose, mais on n'invente rien. Et il y a des gens qui ont posé des jalons avant nous. Dans quelques instants. Voilà. 1976 a été une année mythique pour le Québec. On pouvait rêver grand et agir ensemble. 40 ans plus tard, que reste-t-il de cet héritage? Nous sommes partis à la recherche de ce qui inspire, fait bouger, fait agir, fait rêver les Québécois en 2016. Les rêves de 76 étaient beaucoup plus porteurs de mouvement, je dirais. Et on dirait que les rêves d'aujourd'hui, s'ils nous empêchent justement d'aller en avant. Tu sais, c'est qu'on se complaît dans nos rêves, on se raconte les mêmes histoires. Je pense qu'on rêve plus individuel que collectif en ce moment, justement comparativement à 76, où il y avait le rêve de la souveraineté, cette espèce d'idéal auquel aspirait une partie importante de la population et militait activement. Maintenant, le militantisme, il se fait autrement. Je pense que les gens rêvent à quelque chose, mais ont plus de misère à imaginer que ce rêve-là pourrait devenir réalité. Donc, on rêve peut-être un petit peu plus petit. Dans le fond, on a regardé comment les Québécois se perçoivent. C'est pas nécessairement comment ils sont, là, mais c'est quoi l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. On a regardé comment ils se perçoivent en 2016, puis c'est quoi l'image qu'ils ont d'eux en 76. Puis le dénominateur commun, c'est que les Québécois se perçoivent comme des rêveurs. Comment les Québécois se perçoivent-ils en 2016? Un Québec fragmenté, dépassé, rêveur, vieux et unique. C'est très différent d'il y a 40 ans où l'on se voyait ambitieux, rêveur, audacieux, passionné et familial. Et on retrouve chez différents Québécois plusieurs projets. Et je pense que c'est des projets qui sont plus concrets, qui peuvent faire une différence concrète dans le quotidien d'une communauté, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de rêve, ça veut pas, parce qu'ils n'attendent pas le grand soir. Ça veut dire qu'ils veulent rayonner, qu'ils veulent faire rayonner leur entreprise, qu'ils veulent faire en sorte que leur communauté se développe davantage, qu'il y ait une plus grande solidarité aussi sur le plan social. Puis en même temps, peut-être qu'on a cette capacité de penser globalement puis d'agir localement aussi. Peut-être que ça, on l'a compris au Québec, puis que ça passe, c'est juste que ça passe plus nécessairement par un rêve politique, mais plus par un rêve dans les communautés, dans les régions. Je trouve qu'il manque peut-être d'inspiration, il manque peut-être de souffle. Chacun dit, ah ben moi, je vais avoir telle chose, tel programme social. Un autre va avoir telle autre affaire. Je veux sauvegarder mes marchands comme s'ils étaient menacés, par exemple. Mais c'est ça. Et alors, ils ont des priorités très précises, sectorielles, limitées, puis ils oublient l'essentiel, qui est la liberté de base, la liberté politique. Quand on parle de réussite personnelle, bien, on veut avoir tous les outils nécessaires pour y arriver. Et ça, c'est l'État qui doit les fournir. Alors, ça, je pense qu'on a besoin encore d'un certain collectif, même si on veut des réussites personnelles. Qui dit collectif dit aussi place de l'État québécois. Le monde politique de 2016 a changé et la place du Québec dans le Canada est toujours en suspens. Toutefois, cette question n'intéresse plus la majorité aujourd'hui. Je rêve encore que le Québec va être indépendant. C'est sûr que toutes les pressions sont là pour dire le beau et grand Canada. On a toujours vécu ça
au centenaire de la Fédération, la Confédération en 67, c'était supposé être la merveille du monde, puis ça ne l'était pas. Alors là, c'est la grosse propagande. Ils ont le haut du pavé, ils ont le pouvoir, c'est ce que ça veut dire. Alors, si vous voulez faire l'indépendance, vous voulez vous dégager de cette propagande-là, il faut la faire, l'indépendance. Ce rêve nationaliste, pour ceux qui y croient, n'a pas abouti. Ça a donné, d'un point de vue générationnel, ça a donné une génération qui est un peu amère que ça ne se soit pas passé, qui a transformé ce rêve collectif-là en rêve individuel, en aboutissement individuel. Ça a donné une génération très hédoniste qui pense beaucoup à elle et à ses petits-enfants, mais à elle beaucoup. Pour les boomers, les X sont des gens qui rêvent moins collectivement. Pour les boomers, les X sont des gens qui ont moins un sens du collectif. Ils ont tort. C'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes rêves qu'eux. Moi, ce qui me fait rêver, c'est un Québec plus écologique et plus équitable, en fait. Puis je suis convaincue que s'il y a un endroit dans le monde qui peut mener une transition économique vers des pratiques plus écologiques et équitables, c'est bien le Québec. Parce qu'on a un milieu de la recherche, on a un milieu, on est éduqué plus que bien des régions du monde. On est capable de rêver malgré tout, peut-être, même si on rêve peut-être moins que pendant la Révolution tranquille. Je pense que quand on compare avec l'état de morosité qu'il y a en France en particulier, puis je dirais en Europe en général, on a encore un élan, on a une capacité à rebondir aussi. On nous présente un Québec où on n'a pas les moyens, on est petit, je suis plus capable. Ce n'est pas vrai. Le Québec est un grand pays. Si on veut vraiment investir en éducation, investir dans les ponts, dans l'économie, il va falloir régler les problèmes de santé. Et ça ne passera pas par des molécules, là. Ça va passer par des habitudes de vie. C'est un de mes rêves. C'est vraiment d'avoir une société plus active, plus sportive pour être en meilleure santé ultimement. Qu'est-ce qui fait rêver Alexandre Taillefer aujourd'hui? Ce qui me fait rêver, c'est d'être capable de prendre des situations difficiles et d'essayer de les réinventer, de les réimaginer et de créer des entreprises durables. Alors pour moi, aujourd'hui, Théo, par exemple, est un projet beaucoup plus ambitieux que le taxi. Ça va inclure les autobus, ça va inclure le véhicule en libre-service, ça va inclure le camionnage, ça va inclure la livraison. Donc, c'est un projet dans lequel on va vouloir convaincre les investisseurs d'injecter pas loin d'1 milliard de dollars. Et je suis convaincu qu'on a aujourd'hui les capacités de développer de grands groupes comme ça au Québec qui vont remplacer les RONA, qui vont remplacer les entreprises qui ont été transférées à des intérêts étrangers. Radio-Canada, à 8h40 prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. C'est une victoire de l'unité des souverainistes et c'est le bon gouvernement symbolisé par le ballet. Je me souviens que mon père nous a dit « Voici la démocratie et vous devez toujours vous battre pour ça. » 1976, c'est un Québec très différent d'aujourd'hui. C'est une année électorale où 2 partis vont s'affirmer et on va avoir un bipartisme qui va s'installer au Québec pendant près de 30 ans. Donc ça, c'est majeur comme changement. C'était aussi 2 options, les oui contre les non. C'était aussi une société qui était très différente, polarisée aussi, anglophone, francophone, une dualité, si on veut, linguistique plus forte. Je proclame l'ouverture des Jeux olympiques
1976. C'était toute une année, hein. C'était, dans le fond, je prenais conscience que j'étais fier d'être Montréalais. Tu sais, je regardais les Olympiques, pour moi, là, c'était immense, hein. Puis pour moi, 76, c'était les Olympiques. Puis c'est comme si Montréal s'inscrivait dans une tradition de grande métropole. Personnellement, c'était la première fois que j'étais exposé à un si grand niveau de compétition. Puis chez nous, au Canada, pour moi, c'était l'émerveillement. Un jeune qui s'émerveille devant ça. Puis pour le Québec, ben, je pense que c'était la naissance du sport au Québec. Bien, moi, selon ma vision, je dirais que ça serait le début vraiment du mouvement olympique au Canada, de l'esprit olympique. Ça a permis d'avoir des infrastructures permanentes au Canada. Donc, je dirais le début vraiment du sport olympique au Canada, vraiment de haut niveau. Là. Quand tu peux recevoir les Jeux olympiques et puis ta société commence à s'affirmer, il y a de l'espoir. C'était le début, je pense, d'un Québec nouveau. Je pense que c'est l'émancipation du peuple québécois. On s'est affirmé massivement en 1976, en continuité par contre, parce que on parle quand même de René Lévesque qui faisait partie du gouvernement libéral précédemment, qui a participé à des projets très importants pour le Québec, dont l'hydroélectricité. Il y avait la loi 22 qui était dans le décor. Tout le monde a oublié ce que c'était, mais c'est la loi sur la langue française qui n'était pas du tout appréciée des anglophones en particulier, qui a fait que ce sont les libéraux qui ont été divisés cette fois-là. Alors, on est arrivé dans ce décor avec la conscience qu'il y avait des choses majeures à faire pour rétablir la bonne santé du Québec sur différents plans. M. Bourassa disait, si l'économie, ça fonctionne, il voulait avoir une classe moyenne forte qui ne dépende pas de l'État et qui peut faire... Puis d'ailleurs, on l'a vu avec les années 70 et après, dans les années 80, on voit que les gens, j'aime pas dire ça, mais quittaient un peu Montréal pour s'installer en banlieue avec leur petite maison, leur vie, tu sais, tout était bien propre, coquet. Et je pense que ces gens-là étaient très heureux. Quand on voit aujourd'hui ce qui s'est passé avec l'évolution de l'économie du Québec suite à l'arrivée du Parti québécois et suite au premier référendum et au second référendum aussi en 95, on ne se le cachera pas. C'était des décisions qui étaient difficiles, mais c'était des décisions qui étaient requises pour permettre au Québec d'arriver où il est aujourd'hui. Soyons rassembleurs au Québec. La prochaine étape, là, il faudrait travailler ensemble, sans préjugés, puis travailler avec nos enfants, à les intégrer, qu'ils ne se sentent jamais différents. Il y a eu l'Église qui, dans le fond, nous chapeautait, nous prenait en main, nous soignait, nous disait un peu comment penser, nous éduquait. Puis après ça est arrivé l'État québécois. C'est comme s'il y a eu un transfert, tu sais, où on attend beaucoup de notre État. C'est une particularité qu'on a par rapport au Canada anglais, là. On n'a pas juste une relation... Au Canada anglais, c'est beaucoup plus une relation contractuelle, hein. Je paie des impôts, tu me donnes des services. Mais l'État québécois, c'est un peu le rempart qui nous protège de l'assimilation. Puis le chef de l'État, bien, il a ce rôle-là, hein. Les Québécois se sont affranchis de certains complexes. Et c'est un élément de fierté de voir aussi les Québécois rayonner à l'international. Donc ça, je pense que c'est un acquis. Les Québécois ont forgé une identité qui leur est propre. Aujourd'hui, fiers de leurs différences en Amérique du Nord, ils peuvent rêver différemment, autrement, amener leurs rêves ailleurs. Du moins, c'est ce qu'ils semblent vouloir. Il y a un désir d'exister au Québec qui va toujours être là. On va toujours se sentir menacé. Puis le nationalisme, ça va être le rempart à ça. Mais je pense que l'héritage, ce qui est resté dans nos mémoires, c'est le premier mandat du Parti québécois où il y a vraiment eu des réformes. La loi 101, hein, ça a vraiment, moi, je pense que ça nous a rendus beaucoup plus confiants en nous-mêmes. Puis ça a presque rendu, c'est pourquoi faire la souveraineté, dans le fond? Tu sais, les francophones se sont pris en main. Nous sommes tous nationalistes, mais moi, j'ai ouvert davantage au Canada parce que j'ai été élevée comme ça. Mes parents ne faisaient pas de différence entre Canadiens.
Et j'ai ça en moi. Aujourd'hui, le nationalisme prend de nouveaux visages et s'incarne différemment. Il vit par lui-même à l'extérieur du projet d'indépendance. L'autre héritage, c'est de se dire non puis de se redire non. Ça, je pense que ça a marqué, mais très négativement. C'est rare les peuples qui se disent non, puis qui disent non 2 fois en plus. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Il semble évident que le nombre... Selon un sondage réalisé pour le compte du journal La Presse en septembre 2016, l'appui à la souveraineté est de 33 %. Ils ne veulent pas entendre parler de la souveraineté. Mais je pense que si demain matin, on leur disait, est-ce qu'il y a des pouvoirs que le Québec devrait rapatrier? Je pense qu'il y a certainement des choses qui devraient être considérées. En réalité, c'est que l'unité ne se fait plus sur la question du statut du Québec, sur la liberté du Québec. Puis la liberté politique, c'est la mère de toutes les libertés. On a vu nos parents porter ça, on a vu des amis très, très investis là-dedans. Ça a vraiment organisé nos pensées, organisé notre société, notre agenda politique, encore aujourd'hui. Ça a encore des traces, ça laisse encore des traces dans la manière dont on fait la politique au Québec. C'est assez récent qu'on se préoccupe de distinction gauche-droite, alors que ça a tout le temps été l'axe fédéraliste, nationaliste. Les Québécois rêveraient-ils autrement? Après 80 et 95, le pays est-il déjà fait dans leur tête? Chose certaine, de moins en moins d'électeurs se définissent à travers le filtre des oui et des non à l'indépendance. Mais je pense que ça a laissé des gens amers, puis justement cyniques. Je pense que ça a contribué à l'esprit ambiant. Puis en même temps, il y a beaucoup de gens de cette génération-là qui restent hyper actifs, engagés de toutes sortes de manières, qui rêvent encore, puis qui rêvent autrement, puis qui portent plus nécessairement la souveraineté au premier plan, mais qui portent un idéal de justice sociale, un idéal aussi environnemental, qui n'était pas vraiment présent en 76, mais qui maintenant devient vraiment un élément très, très important dans une majorité de mouvements. Sûrement que les Québécois se sont rendus compte qu'on est capable d'être aussi bons que les autres, même peut-être meilleurs. Puis ça leur a donné confiance, dire pourquoi on n'est pas capable de s'occuper nous-mêmes de notre province, d'être maître chez nous. Donc, c'est sûr que les athlètes, comme les artistes, inspirent la population. Puis ça donne le peuple se rend compte que oui, on a tous les outils, tous les éléments en main pour être capable de se gouverner soi-même, puis même de progresser. Peut-être qu'on peut faire mieux si on se tient ensemble, on travaille bien ensemble, on va améliorer le statut de tout le monde. Le Parti québécois a fait beaucoup d'emphase sur l'identité au moment où ils étaient au pouvoir. Mais je pense pas que nos Québécois soient angoissés à ce point où on a besoin de toujours leur remettre leur identité sur le nez. On n'a pas besoin. Les Québécois sont Québécois et Canadiens. Si on prend 10 Québécois, en gros, il y en a 5 qui ne veulent pas du tout de la souveraineté. C'est clair, ils ne voudront jamais de la souveraineté, on ne les convaincra jamais. Il y en a 2, 3 qui ne seraient pas si malheureux que ça si la souveraineté arrivait, mais ils ont passé à d'autres choses. On s'est dit non une fois, on s'est dit non 2 fois, puis ayons un nouveau projet. Puis il y en a 2, 3 qui voudraient encore la souveraineté. Mais ces 2, 3-là arriveront jamais à une majorité, ou en tout cas, ça va être très difficile pour eux de rallier une majorité. Est-ce que c'est une question de génération? Ceux qui portent vraiment encore beaucoup le mouvement souverainiste, c'est justement la génération des baby boomers, qui, pour une certaine frange, c'est encore très présent. Les plus jeunes générations, ils sont pas anti-souveraineté, mais ils sont pas pro-souveraineté non plus. Ils rêvent pas de la souveraineté. En tout cas, je pense que c'est ça qui les caractérise surtout. Puis ils sont pas du tout mal à l'aise dans le Canada. Ce qu'on voit en 2016, c'est une érosion de ce ciment-là sur les oui et les non. Et le retour de plusieurs enjeux qui sont de nature économique, qui sont de nature sur l'éducation, la vision sur le système de santé. Donc, il y a un éclatement du débat politique.
La souveraineté de 76, c'était beaucoup de se dire on va se prendre en main. On a peur d'être assimilé par les anglophones. Mais c'est le rapport à l'anglais, le rapport à l'autre a complètement changé. Tu sais, la mythologie où les madames de chez Eaton ne vont pas te servir en français, mais ça n'existe même plus, Eaton. C'est même plus une question. On magasine sur Internet, les choses ont beaucoup évolué. Donc, l'anglais n'est plus vu comme une menace, ou en tout cas pas le Canada anglais. Selon l'Institut de la statistique du Québec, près de 28 000 immigrants choisissaient le Québec comme terre d'accueil en 1976. Ils seront plus de 51 000 à en faire autant en 2016. Parce que le changement dans lequel le Québec s'inscrit actuellement sur le plan démographique, ça va imposer des questionnements sur les politiques publiques, ça impose des questionnements sur le vivre ensemble aussi, parce que le Québec est une terre d'accueil importante, une des plus importantes en Occident. On n'a pas intégré le même genre de nouveaux arrivants, puis c'est pas non plus la même quantité de monde. Tout à fait. Comment vous voyez ce défi-là? C'est l'éducation. C'est depuis les CPE, c'est les écoles, c'est investissons pour les emmener au théâtre. J'ai encore, à mon âge, le souvenir de partir en autobus en secondaire 2 avec notre professeur pour aller voir une pièce de théâtre et nous expliquer qu'est-ce que ça voulait dire. C'est ça, la culture, c'est ça, s'intégrer. Et développer l'amour du Québec, ça passe par là. Quand les premières fois, je suis allé à Montréal avec le grand défi, puis je suis allé dans les écoles, c'est le Québec qui était là. J'allais sur l'île, là, puis je voyais toutes les couleurs. Je n'étais pas habitué à ça. Puis moi, je fais mon petit discours. C'est sûr, c'est le cube énergie qui nous relie, ça. Mais quand j'ai eu terminé, ils sont tous venus me voir, me coller. Ça m'a donné... Tous ces préjugés sont tombés. Ils me parlaient en français. Et c'était des petits Québécois. Ça m'a rassuré. Je me suis dit, ben non, c'est des Québécois. Arrêtons, là. C'est des Québécois. Soyons rassembleurs au Québec. La prochaine étape, là, il faudra travailler ensemble, sans préjugés, puis travailler avec nos enfants, à les intégrer, qu'ils ne se sentent jamais différents. On a une belle diversité sur cet immense territoire. C'est aussi certaines blessures qu'on a à soigner, je pense, déjà à assumer, puis à soigner. Je pense à notre rapport aux Autochtones, notamment. Je pense qu'on a vraiment quelque chose de fort, d'important à travailler ensemble. La crise étudiante de 2012, on va en voir d'autres parce que au cœur de ça se situe l'enjeu de comment on répartit les ressources dans une société qui vieillit. Un sondage effectué auprès des Québécois en mai 2016 identifiait plusieurs priorités. La santé occupait le premier rang avec 39 %. Le Québec vit un des vieillissements les plus importants en Occident sur le plan de sa population. Les premiers effets se manifestent ces années-ci. Donc, des crises comme la crise étudiante de 2012, on va en voir d'autres parce que au cœur de ça se situe l'enjeu de comment on répartit les ressources dans une société qui vieillit. Est-ce qu'on laisse, par exemple, la santé prendre un poids encore plus important dans les dépenses publiques au détriment de l'éducation? Est-ce que l'État du Québec, ça sera un gros ministère de la Santé? C'est l'humanité que je pense qu'on a perdue parce qu'on est rentré dans une logique plus une logique comptable, une logique de plus ou moins qu'est-ce que ça donne au bout. On ne peut pas comptabiliser comme ça quand on soigne. Alors mon rêve, c'est vraiment soigner avec plus d'humanité.
On est rendu à 50 de nos impôts investis en santé. 34 milliards sont investis en santé. Ça augmente de 2 par année. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et les gens qui sont malades, et on sait que ça va augmenter pour les 15 prochaines années encore. Là. Ce n'est que le début, là. Puis les gens qui sont malades, on devra s'en occuper. Souvent, on dit aux gens, quand on regarde dans les hôpitaux, 80 des hospitalisations, c'est dû à 4 facteurs. L'hypertension, le cholestérol élevé, le diabète type 2, puis les cancers. Puis après 40 ans d'études, là, maintenant, on a des milliers de parutions scientifiques qui nous confirment hors de tout doute ce qui cause l'hypertension, le cholestérol élevé, le diabète de type 2 et un cancer sur 2, c'est nos habitudes de vie. On investit tellement dans la santé que je me dis, si on investissait un petit peu plus dans le sport, on pourrait réduire les coûts de santé si la population était un peu plus active parce qu'elle voit les athlètes bouger, s'entraîner sans vouloir faire de la performance, juste être physiquement un peu plus actif. Les jeunes sont de plus en plus devant la télévision, les jeux vidéo, les tablettes électroniques. Donc, ça je pense que c'est un combat que tout le monde a été ramené parce qu'après ça, plus tard, bien, ça amène des coûts en santé, ça amène des problèmes de concentration à l'école. Donc, on commence à donner de la médication très jeune, très tôt dans la vie des jeunes. Donc, ça, je pense, c'est un fléau vraiment. Mais c'est réel au Québec, mais je pense que c'est international aussi. L'éducation est la seconde priorité des Québécois, avec 19 %. Le jour que tu arrêtes d'éduquer un peuple, bien, plus tard, tu te ramasses avec des problèmes de santé, des problèmes économiques puis des problèmes sociaux majeurs. Tu ne dois jamais négliger l'éducation de ta société. Ça a des conséquences dans ta vie personnelle. De ne pas avoir assez d'éducation fait que tu vas avoir moins d'argent. Si c'est un moyen d'éveiller certaines personnes, prenons ces arguments-là. Il y a plein d'autres arguments, mais ça touche collectivement, ça touche individuellement. Ça fait de nous une société globalement moins éduquée, moins pertinente, moins à l'affût des secteurs de pointe en emploi, en recherche, en développement. Ça a des incidences dans tout, quotidiennement, puis dans l'avenir. Mais il ne faut pas oublier que si on veut avoir de l'excellence au niveau universitaire, puis performer au niveau international, puis même juste au niveau national, il faut que notre base soit solide. Et ça implique qu'à des moments clés dans l'enfance et la petite enfance, on est capable de soutenir les enfants qui ont des troubles de langage, des troubles d'apprentissage, mettre un contexte où on n'est pas dans des classes qui sont trop grandes, qui font en sorte qu'on a des étudiants qui décrochent. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on est en train de peut-être perdre de vue quand on regarde les coupures qui ont lieu en ce moment. Budget pour améliorer les équipements dans une école primaire en moyenne au Québec, c'est entre 150 et 200 $ pour une école de 300 élèves. Là. Pour toute l'année scolaire. Tu dis, bien voyons, on ne peut pas rien faire avec ça. Là. C'est un problème majeur d'obésité chez les jeunes. Puis on ne donne pas d'outils à un enseignant qui est un éducateur physique qui est formé pour ça. Tu te dis, c'est comme avoir quelqu'un qui opère, là, un chirurgien, mais tu ne lui donnes pas d'outils. On prend des décisions à court terme qui vont avoir des impacts sur les générations futures. On prend des décisions parce que ce sont des décisions qui rentrent dans un bilan comptable annuel. Alors, par exemple, réduire nos dépenses en culture, réduire nos dépenses en éducation. Aujourd'hui, ce qu'on fait au niveau de la prévention en santé physique, santé mentale. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en éducation? S'assurer que nos enfants développent des compétences qui vont leur permettre de se dépasser dans un contexte de robotisation. Hein? Aujourd'hui, les emplois précaires vont être, on le voit, éliminés. Est-ce qu'on souhaite ça? Il va y avoir des réflexions importantes, mais l'investissement en éducation va être très important. Avec plus de 175 000 emplois directs créés, les retombées économiques des industries culturelles québécoises étaient de 14,5 milliards de dollars en 2014. Si on parle juste de développement économique au Québec, la culture est vraiment très importante. Je lisais des chiffres au début de l'été, plus importantes même que le tourisme.
c'est pas rien. Et c'est une fierté aussi, notre culture. C'est quelque chose qui bouge, on l'envie à l'étranger, on la regarde, on vient observer ce qui se fait ici. Moi, ce que je trouve extraordinaire et qu'on commençait à l'époque, c'est de les voir partout à travers le monde. Et ça, c'est ma plus grande satisfaction comme ancien ministre de la Culture. De voir que nos gens non seulement réussissent ici, mais peuvent aller à travers le monde, porter ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent, ce qu'ils sont. Et ça, c'est important. Oui, pour moi, la culture, c'est un moteur extraordinaire d'intégration. Quand est-ce qu'on a le temps et qu'on voit des débats qui durent plus que 3 minutes et quart pour expliquer à quel point... C'est quoi la culture pour nous autres, tout le monde? Comment est-ce qu'on veut investir? Dans quoi on veut investir dans la culture? Comment est-ce qu'on veut donner de l'importance? Partout, dans tous les quartiers, dans tous les coins du Québec. Si on n'a pas d'âme au Québec, on n'a rien. Et qui nous donne l'âme, c'est les artistes du Québec qui nous donnent cette âme. Pour bien saisir les changements de notre société et ses débats actuels, il faut comprendre les générations qui la composent. Les aînés sont nés avant 1946. Les enfants d'après-guerre, ces fameux baby-boomers, sont nés entre 1946 et 1964. La génération X, quant à elle, est venue au monde entre 1965 et 1980. Et la génération Y, évidemment, après 1980. Le paradigme, c'est que, par exemple, les boomers, quand ils sont arrivés, l'État leur a donné, pas à tout le monde, mais il y en a beaucoup qui ont eu des bons emplois. L'État s'est modernisé, il y a eu l'UQAM s'est créé, il y a tout un réseau qui s'est créé. Puis quand les X sont arrivés, on était un peu dans ce paradigme-là, mais il n'y en avait plus de jobs. C'était les récessions économiques des années 80-90, c'était les déficits. L'État coupait pour la première fois, essayait d'arrêter de grossir. Donc, la génération des X, c'est comme a dû dans le fond, moi, je pense pas qu'elle était plus individualiste, mais elle pouvait juste compter sur elle-même. Donc, la contribution des X, c'est de dire, bien, il faut se prendre en main. Je pense à la première génération qui a comme essayé de dire, on ne peut pas attendre après l'État, on ne peut pas attendre après les autres, il faut compter sur nous-mêmes. On est passé d'une société un peu monochrome, un peu noir et blanc, où tout le monde est un petit peu pareil, à une société beaucoup plus diverse. Mais la diversité est culturelle, est ethnique, mais même les gens sont différents. Moi, je pense que les X sont retournés beaucoup sur leurs cellules familiales, sur leurs enfants. Je pense que les X sont un peu coincés aussi entre les enfants pour qui ils ont beaucoup investi et les parents qui vieillissent de l'autre côté, les filles en particulier. Qu'est-ce qu'ils veulent laisser, les X? Je pense une maison plus propre, qui a des bases plus solides que ce que les boomers leur ont laissé. Parce qu'il ne faut pas oublier que 76, c'est la période des baby boomers. C'est eux qui prennent le contrôle, qui dirigent, qui ont fait des grandes choses au Québec. Et une fois que tu as pris ta retraite, tu es sur des conseils d'administration, tu diriges encore. Donc, on a encore une direction qui a un peu de misère à changer. Parce que, fondamentalement, c'est humain. L'humain, la chose qu'il déteste le plus au monde, c'est le changement. La génération d'après est arrivée dans un autre paradigme. Les Grecs, c'est que l'économie, c'est la fin des années 90, début des années 2000. Il y a vraiment eu un essor économique. Puis, il y avait moins de monde sur le marché du travail, donc il y avait plus de jobs, les taux de chômage étaient plus bas. On a des jeunes que je trouve extraordinaires parce qu'ils sont tellement différents de nous, mais avec des horizons et des façons de voir la vie complètement différentes, que je trouve ça extrêmement enrichissant. Des fois, on dirait que c'est une génération qui a beaucoup de... qui est très prometteuse, mais en même temps, il y a un côté noir aussi. On dirait que les gens parlent de moins en moins entre eux. On est tous connectés sur notre téléphone mobile. Les médias sociaux, ça amène beaucoup de positifs, mais en même temps, ça nous déconnecte un peu de la réalité. C'est comme si ça nous connecte sur la réalité qui est très loin, qu'on ne pourrait pas avoir accès autrement. Mais la réalité qui est devant nous, on ne la voit plus parce qu'on est connecté sur cette mobilité-là. Donc, c'est comme très, je dirais, c'est vraiment
il y a des grands contrastes, je dirais, dans ma génération. Malgré la dette inquiétante laissée aux générations futures, le potentiel économique du Québec est enviable. Avec notre créativité, nos ressources, on possède des atouts uniques. En 1976, la dette du Québec se situait à 4 milliards de dollars, soit 17 milliards en dollars d'aujourd'hui. En 2016, elle s'élève à 188 milliards, ce qui signifie que chaque Québécois avait une dette de 2 600 dollars en 1976. Aujourd'hui, elle est multipliée par 9, soit 22 555 dollars par personne. L'héritage des boomers, il est double. Les boomers laissent en héritage à la fois un Québec qui est plus confiant, un Québec qui est plus ouvert sur le monde. C'est ça l'héritage aussi de 1976 avec les Olympiques, parce que c'était un gros party pour les boomers, les Olympiques, là. Gros party. Donc, c'est un Québec qui est plus ouvert, qui bouge, qui a confiance. Mais en revanche, il laisse en héritage un lourd fardeau sur le plan de la dette. C'est un party, ça peut coûter cher quand on ne se préoccupe pas de la vision à long terme. Et les boomers ont été pris dans une façon de voir où la croissance serait toujours là au rendez-vous. Et c'est pas ça qui s'est produit. Là, le problème, là, c'est que cette fameuse emprunt, là, c'est les prochaines générations qui vont le payer. Puis le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne le savent pas. Puis quand ils vont le savoir, ils ne seront pas contents pour nous autres. Puis je fais même des menaces en disant que ma génération X n'est pas d'accord avec ça. Les Y ne sont pas d'accord non plus. Malgré la dette inquiétante laissée aux générations futures, le potentiel économique du Québec est enviable. Avec notre créativité, nos ressources, on possède des atouts uniques. Sur le plan économique, il est en bien meilleure position que beaucoup d'autres provinces, y compris l'Ontario et l'Alberta. Juste sur le plan énergétique, là, qui est une question fondamentale pour l'avenir, le Québec a une très longue avance sur les autres. On a beaucoup reproché au gouvernement du Québec sa politique au niveau de l'éolien. Aujourd'hui, c'est probablement le secteur en énergie qui est appelé à connaître la plus importante amélioration en termes de productivité. Et il va falloir regarder ça de très, très proche. Le Québec est vaste, mais sa densité de population est faible. Plus de 50 des gens habitent dans les grandes villes. Aujourd'hui, cette tendance s'accentue au profit des banlieues. Le défi est de répartir la richesse sur tout le territoire afin d'éviter 2 Québec dans un. Le but, contrer l'échec du mode de développement des 40 dernières années basé sur la centralisation et la concentration. Alors pour moi, le lien Montréal-Région, on a souvent parlé de trickle-down, c'est-à-dire que quand Montréal a un succès, ça va se refléter en région. Aujourd'hui, on tend à démontrer que ça ne s'est pas avéré. Alors, il faut trouver aujourd'hui comment est-ce qu'on va développer des régions fortes. Et il y a des axes de développement au niveau des régions qui sont évidents, selon moi. Entre autres, touristiquement parlant, là, on a des joyaux à travers le Québec formidables, mais on n'a pas suffisamment investi dans les infrastructures récréo-touristiques à l'extérieur de Montréal et de Québec. Alors, il faut trouver comment est-ce que les entrepreneurs vont choisir de rester dans leur région. Et ça va passer par une qualité de vie qui doit inclure la culture, doit inclure l'éducation, doit inclure le transport. Alors, il va falloir qu'on mise beaucoup aujourd'hui sur des infrastructures de transport qui vont permettre une bien meilleure mobilité de la main-d'œuvre au Québec. Et bien meilleure mobilité des gens qui habitent les régions, qui décident de s'y établir pour pouvoir, par exemple, venir rencontrer un chirurgien spécialisé à Montréal. À des vols aujourd'hui, Sept-Îles-Montréal à 1 000 $, c'est complètement inacceptable. Il va falloir qu'on trouve un moyen aujourd'hui d'augmenter la fluidité du transport de personnes au Québec. Le modèle québécois qui s'est cristallisé avec 1976 est à la croisée des chemins. De nouvelles façons de faire s'imposent, et ce, dans tous les domaines de la société. Les rêves des Québécois sont multiples et prennent différents visages, ce qui laisse présager de nouvelles perspectives pour le Québec.
l'élection de 2018, c'est une élection à date fixe, donc on sait la date. Ça va être la première fois en 40 ans où c'est une autre génération que les boomers qui vont avoir le haut du pavé en termes de poids électoral. Donc, ça annonce des changements aussi sur la façon de voir la société, la façon dont va s'opérer le pouvoir aussi. Ceci dit, la fenêtre pour la génération X va être petite. Elle va être petite, mais elle va être importante tout de même. Donc, 2016 annonce un changement. Moi, je suis assez optimiste parce que les Québécois, moi, je pense qu'une des capacités qu'ils ont, c'est de s'adapter. Puis, comme le monde bouge puis change tellement rapidement aujourd'hui, je pense que par rapport à d'autres sociétés, je pense que c'est un défi auquel on est capable de faire face. Mais bon, il y a plusieurs défis. C'est sûr qu'il y a le défi politique aussi. Politiquement, il faut se remettre en marche. Est-ce qu'on essaie de régler les problèmes de v'là 40 ans ou on essaie de régler les problèmes auxquels on va faire face pendant 10 ans? Est-ce qu'on se tourne vers le passé ou vers l'avenir? C'est difficile à dire. Parler de richesse, parler d'économie, si on n'a plus ce qu'il faut pour être en santé et en sécurité, mais là, c'est comme le sol s'effrite devant nous. Donc, je pense que cette question-là, environnementale et de justice sociale, elle doit être au cœur de l'ensemble de nos décisions. Je nous souhaite vraiment l'envie d'action, l'envie de curiosité, l'envie d'amélioration, individuelle, mais collective, vraiment collective. On est une société chaleureuse, tolérante, ouverte, capable de questionner. Alors, je souhaite qu'on soit encore plus ouvert sur le monde et qu'on reprenne confiance en nous. Tu sais, je pense que notre génération, les chercheurs prévoient qu'on va être la première génération qui va vivre moins longtemps que nos parents. Donc, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Donc, si on était capable de renverser cette tendance-là, peut-être nos enfants, la prochaine génération qui revivent peut-être aussi longtemps que mes parents, moi, ou peut-être un peu plus longtemps, je pense déjà ça serait bien. On est capable de tout faire au Québec. Arrêtons de penser qu'on est petit, là. C'est peut-être passé, ça. Là, on est devenu grand. Là, on est rendu à une étape où on doit faire des ajustements, une évolution dans toutes les sphères, là. Puis nos enfants vont nous remercier. Puis faisons-le pas pour nous. Les défis pour le Québec, c'est son tissu social. Comment, dans les prochaines années, on va réussir à relever le défi de l'équité intergénérationnelle, de ne pas laisser des gens en arrière et de faire en sorte que le Québec continue de rayonner et qu'il puisse gagner collectivement. Et s'il y a quelque chose qu'on souhaiterait léguer à la prochaine génération, c'est un Québec au top 5 des endroits où on est heureux de vivre. Et le rôle du politique, selon moi, c'est de s'assurer que la population est la plus heureuse possible.